Débat, l'honorable député de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. Pas facile de m'exprimer aujourd'hui après tous mes éloquents collègues du Bloc et avant ceux qui me suivront. Je retiens ceci jusqu'à maintenant. Plus libre est le Québec, mieux il se porte. Le régime fédéral se mêle de ce qui ne le regarde pas. Année après année, budget après budget, le gouvernement fédéral multiplie ses ingérences dans les domaines qui ne relèvent pas de sa juridiction. Il est temps que ça cesse. Les ingérences causent du retard, surtout au Québec, et un consensus au Québec, le pouvoir de dépenser est illégitime. Le Bloc québécois exige donc un droit de retrait avec pleine compensation financière pour le Québec, et ce, sans condition, et pour chacune des ingérences d'Ottawa dans les domaines qui ne sont pas les siens. Je tenterai donc de répéter ce que nous nous époumonnons à essayer de faire comprendre, le progressisme du Québec, les ratés des ingérences du régime fédéral et finalement quelques mots sur le déséquilibre fiscal. D'abord, toutes les grandes avancées sociales et économiques du Québec, nous les avons faites en nous retirant de programmes fédéraux mal adaptés à nos besoins ou en créant des programmes qui inspireront ceux qu'ils veulent, ironiquement, nous imposer. Parce que c'est en refusant d'adhérer au régime de pension du Canada qu'on a pu créer la Caisse de dépôt, formidable levier de développement et de modernisation économique du Québec. C'est en se retirant des insuffisantes prestations spéciales de l'assurance-emploi qu'on a pu mettre en place nos congés parentaux, faisant exploser la participation des femmes au marché du travail et permettant de concilier le travail et la vie familiale. C'est en se retirant des prêts étudiants fédéraux qu'on a pu mettre en place notre régime d'aide financière, faisant du Québec l'endroit en Amérique où l'éducation est la plus accessible. C'est en se retirant des programmes fédéraux de main-d'œuvre qu'on a pu mettre en place une politique d'emploi où, en assoyant ensemble les travailleurs, les employeurs et les institutions d'enseignement, on arrive à arrimer la formation avec le marché du travail. Parlons maintenant des problèmes. Le dernier exemple, c'est le régime d'assurance dentaire. Relevant de la santé, domaine de compétences qui relève uniquement de Québec, Ottawa s'arroge un nouveau pouvoir, choisit d'octroyer 2 milliards à la Sun Life, une entreprise privée, pour sa gestion et ne fait aucun arrimage avec le programme public québécois qui couvre déjà les soins aux enfants. Si le gouvernement fédéral choisit de présenter un programme d'assurance médicaments, compétence qui relève aussi strictement de Québec, on peut s'attendre à davantage de centralisation et à un important risque de non-arrimage avec le programme québécois. Les exemples d'ingérence manquées sont donc nombreux. L'automne dernier, le gouvernement a présenté un projet de loi pour mettre en place des tables sectorielles sur la formation de la main-d'œuvre. Même si Québec a déjà mis en place ce système et s'en occupe, Ottawa n'en tient tout simplement pas compte et propose de dupliquer le programme sans aucun arrimage et sans aucune compensation. Ce n'est pas un cas isolé. Qu'on pense au financement des infrastructures québécoises et municipales ou au logement, où Ottawa multiplie les programmes ciblés et compliqués, créant une lourdeur et une confusion qui retardent la réalisation de projets, ou à la santé, où lors des derniers budgets, Ottawa a mis en place des initiatives en santé. Tout ça sans offrir aucun service et alors que le réseau de la santé crie famine. On peut encore ici penser aux transferts en santé, dont l'augmentation est 6 fois moindre qu'attendue, assortie de conditions qui ont entraîné une partie de bras de fer. Le résultat est que l'argent nécessaire tarde à être versé. Et enfin, on pourrait dire que le recul de l'autonomie du Québec et de la capacité des Québécois de faire leur propre choix, c'est une tendance lourde. Même l'Institut de recherche en politique publique, un groupe de recherche pan-canadien qui est basé à Ottawa, le dit, concluait ça en juin dernier. Et tout ça dans un contexte où Ottawa s'occupe déjà très mal des enjeux qui relèvent de sa juridiction, multiplie ses dépenses sans recherche d'efficacité ou de résultats et coupe ses transferts aux provinces en multipliant les conditions et retardant le versement de ses engagements. Ce sont des délais tout aussi inacceptables avec les programmes d'infrastructure ou de logement qui prennent des années avant d'arriver à une entente et que l'argent voté soit versé parce qu'ici aussi à Ottawa, on fait de l'ingérence. Et dans mes enjeux comme porte-parole, le gouvernement a tardé dans la pandémie à verser l'argent aux maisons pour victimes de violences conjugales. Le gouvernement, malgré nos demandes répétées, refuse encore et toujours d'augmenter la pension de la sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 65 à 74 ans. Finalement, un troisième exemple, dans ma circonscription, il ne verse pas sa part d'un programme d'infrastructure partagé pour l'aréna de Saint-Césaire. Il y a eu de l'augmentation. Les deux autres paliers ont mis la main pour pallier au fait qu'il y a eu de l'inflation. Fédéral, silence radio. Voilà des preuves concrètes que les ingérences et les incompétences retardent les travaux et leur nuisent même. Troisièmement, Ottawa agit de la sorte parce qu'il a le gros bout du bâton à cause de la persistance du déséquilibre fiscal. Au Canada, il y a un grave déséquilibre fiscal au détriment du Québec et des provinces. Le directeur parlementaire du budget le répète année après année dans son rapport sur la viabilité financière. À terme, les finances des provinces ne sont pas viables.
Les dysfonctionnements, eux, sont de 3 ordres. Premièrement, percevant plus de revenus que nécessaire pour répondre à ses obligations, Ottawa ne fait pas l'effort de gérer de manière efficace son administration. L'État fédéral est notoirement inefficace. Tout coûte plus cher qu'il ne le devrait quand Ottawa s'en mêle. L'ingérence continuelle d'Ottawa mène à une centralisation sans précédent des pouvoirs entre ses mains, retirant au peuple québécois la capacité de se développer selon ses besoins, ses forces, ses particularités et ses désirs. Cette centralisation est une tendance qui remonte aussi loin qu'au début de la Confédération. Et depuis, chaque gouvernement du régime à Ottawa s'emploie à transformer la Fédération en union législative où Ottawa règnera en maître sur les provinces et le Québec. Même sous le gouvernement d'Harper, les conservateurs, on a assisté à une centralisation des pouvoirs et ça se poursuit. Parce qu'au Canada, le statu quo n'existe pas. Entre notre souveraineté et notre assimilation, la troisième voie autonomiste où le Québec serait respecté est constamment attaquée par le fédéral, tout parti confondu. Et la conclusion, c'est que ça ne fonctionne pas. Mettre fin aux ingérences, ça signifie concrètement prévoir un droit de retrait avec pleine compensation et sans condition pour le Québec dans tout nouveau programme fédéral qui relève la juridiction constitutionnelle des provinces, entreprendre immédiatement des négociations avec Québec afin de mettre en œuvre ce droit de retrait pour l'assurance dentaire et l'éventuelle assurance médicaments, entreprendre des négociations avec le gouvernement du Québec pour lui transférer entièrement le programme des travailleurs étrangers temporaires afin de poursuivre le retrait du fédéral du domaine de la main-d'œuvre au Québec qui a été amorcé en 1997 et introduire systématiquement le principe d'asymétrie dans l'ensemble des transferts fédéraux pour accorder une plus grande souplesse au gouvernement du Québec, point d'appui d'une nation jouissant du droit inhérent à l'autodétermination. Entreprendre une revue systématique des programmes fédéraux pour identifier ceux qui empiètent dans les juridictions des provinces, qui dédoublent en tout ou en partie leurs programmes. Bref, il n'y a que le Québec qui tient encore debout face aux ingérences du fédéral. Aussi, lorsque le fédéral crée des programmes en logement, il est facile de les imposer aux provinces qui se contentent de les accepter et de leur ajouter leurs contributions. Au Québec, il arrive avec ses gros sabots dans un écosystème déjà existant, ce qui cause des frictions et retarde le démarrage des programmes. Il aura fallu plus de 3 ans après l'annonce de la stratégie nationale de logement pour qu'une entente soit signée entre Québec et Ottawa et encore récemment, le fédéral refusait de verser 900 millions à Québec sans imposer de conditions en matière de création de logements. Difficile de croire que les négociations se simplifieront et s'accéléreront sous un nouveau ministère du régime fédéral. La même chose produit dans les programmes d'infrastructure. Le gouvernement fédéral veut déterminer les priorités du Québec et des municipalités en matière d'infrastructure, allant jusqu'à vouloir s'ingérer dans des questions aussi locales que les plans d'urbanisme et la densité des quartiers d'habitation. Et c'est ainsi que lorsque le gouvernement fédéral annonce un nouveau programme d'infrastructure assorti de nouvelles conditions, un bras de fer s'amorce avec le Québec et les programmes débutent en moyenne 18 mois plus tard qu'ailleurs au Canada, où le fédéral a le champ libre pour agir comme maître d'œuvre dans des domaines qui ne relèvent pas sa compétence. En conclusion, l'un après l'autre, tous les partis fédéraux ont abandonné la reconnaissance de la nation québécoise et ce qui en découle. Même les conservateurs qui prétendent rejeter l'héritage de Pierre Elliott Trudeau embrassent le principe d'égalité des provinces mis de l'avant par Trudeau. Pas question de statut particulier ou droit de retrait. Les dépenses fédérales qui empiètent dans les compétences des provinces, ni le partage des pouvoirs au Canada et l'autonomie du Québec. Or, il n'y a pas de moyen par lequel le Québec peut faire cesser ces ingérences fédérales. Les ingérences fédérales prouvent que le déséquilibre fiscal n'est pas réglé. Si Ottawa a les moyens de dépenser dans des domaines qui relèvent des provinces, c'est parce que le déséquilibre fiscal n'est pas réglé. Il n'y a pas de règlement du déséquilibre fiscal si on ne met pas fin au pouvoir fédéral de dépenser dans des domaines qui empiètent dans les compétences du Québec et des provinces. Les transferts conditionnels et les ingérences d'Ottawa minent l'autonomie du Québec. Une dernière chose. La Chambre des communes reconnaît que la nation québécoise existe. Tout le monde semble s'en vanter aujourd'hui. Or, reconnaître l'existence d'une nation, c'est plus qu'un acte symbolique. Les nations, comme les personnes, ont des droits fondamentaux. Et le plus fondamental d'entre eux, c'est le droit pour une nation de contrôler elle-même le développement social, économique et culturel de sa propre société, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. On ne peut pas d'un côté reconnaître que la nation québécoise existe et a le droit de faire des choix différents de ceux du Canada, et de l'autre, lui nier ce droit en maintenant le pouvoir fédéral de dépenser. Finalement, le pouvoir de dépenser, c'est la négation même de la nation québécoise par le régime fédéral. Et sur ce, Madame la Présidente, je vais attendre les questions de mes collègues.